À l'origine, un certain nombre d'artisans fabriquent des objets usuels et des objets d'art, principalement d'art religieux, en cuivre fondu. Les mêmes artisans fabriquent également d'autres objets en cuivre battu. Le cuivre est non seulement le métal le plus anciennement connu, mais c'est aussi de tous les métaux ordinaires le plus malléable. Au Moyen-Âge, le centre le plus important de cette corporation est en Belgique, à Dinan. De là le nom de dinandier, donné aux ancêtres de nos chaudronniers modernes. Encore de nos jours, on désigne sous le nom de dinanderie les ouvrages en cuivre martelé, ciselé ou repoussé, sans que cela soit obligatoirement une indication d'origine dinantaise. La vieille méthode de travail à la rossingle est toujours employée pour obtenir le repoussé d'un vase. Mais reprenons notre histoire. Petit à petit, le battage du métal prend une importance plus grande que la fonderie. Une corporation est née, celle des batteurs. Cette corporation, de jour en jour grandissante, prend alors pour emblème un chaudron surmonté de 2 marteaux en croix. De là viendra plus tard le nom de chaudronnier. En France, 2 centres importants secrets, Normandie et Auvergne, qui ont eu une très grande réputation. Pour fabriquer un chaudron, l'artisan part d'un disque de cuivre. Le véritable travail du batteur, le martelage à froid du métal, commence. C'est la rétreinte. Ce martelage s'effectue du centre vers le bord et sur la surface extérieure de la pièce. Sous l'action du marteau, chacune des molécules du métal change non seulement de forme, mais aussi de position par rapport à celle qui l'environne. On peut dire que c'est un écoulement dirigé du métal. Après chaque martelage, le cuivre s'est durci. Il faut alors procéder à un recuit, ce qui fait recouvrir au métal ses qualités premières de malléabilité. De martelage en recuit, de recuit en martelage, le chaudron a pris sa forme définitive. Le batteur de cuivre est un artiste du marteau. Il en a de toutes les formes et de tous les poids. Avec cet outil, il obtient des résultats extraordinaires. Par exemple, il fait sortir d'une feuille de cuivre une bouilloire avec son bec, le tout d'une seule pièce. De la même manière, il peut aussi bien faire un vase. Une autre méthode de travail est l'emboutissage. Le flanc est posé sur une forme creuse. Le martelage s'effectue du bord vers le centre et sur la surface intérieure de la pièce. Cette méthode, plus rapide, fatigue beaucoup la matière, aussi n'est-elle employée que pour des pièces ne subissant pas d'effort. Pour terminer son chaudron, l'artisan tombe le bord de la pièce. Un cercle de fer vient renforcer le récipient pour éviter les déformations. Le travail se termine par le planage. C'est un dernier martelage qui durcit la surface du métal et lui donnera un brillant de présentation. C'est un beau chaudron, hein? Ah oui, c'est un beau chaudron. Eh, ça marche la chaudronnerie. En effet, la chaudronnerie marchait bien à cette époque-là. Et tous ces braves artisans ne se doutaient pas qu'un homme allait étendre de façon extraordinaire les possibilités de leur métier.
Cet homme, Denis Papin, avait beaucoup réfléchi en regardant bouillir une marmite. Il voulait trouver un moyen de domestiquer cette force dont il pressentait la puissance. C'est ainsi qu'il inventa la machine à vapeur. Mais pour réaliser cette machine aux formes compliquées pour l'époque, à qui vouliez-vous qu'il s'adressât? Au chaudronnier, naturellement. Depuis, la machine à vapeur a fait son chemin, mais toujours grâce à l'apport du chaudronnier, seul capable d'exécuter ces travaux difficiles. Nous sommes loin du Moyen-Âge. Nous sommes loin de l'ancien batteur de cuivre qui, travaillant pour les alchimistes, fabriquait des alambics. Le chaudronnier de cuivre fabrique toujours des alambics. De belles plaques de cuivre d'épaisseur plus régulière facilitent son travail. Le principe de déformation du métal est toujours resté le même. Travail à la rétreinte ou travail à l'emboutissage, avec une difficulté supplémentaire cependant. Il faut que la feuille de métal conserve partout sa même résistance, donc garde sa même épaisseur. Le planage est rendu moins fatigant par l'emploi du marteau mécanique. Appareil de distillation pour liqueur, laboratoire à vapeur, tout l'outillage essentiel des industries chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques est aujourd'hui réalisé par le chaudronnier. En 1885, l'ingénieur anglais Bessemer découvre un nouveau procédé dans la fabrication de l'acier qui permet d'obtenir l'acier doux. Les tôles d'acier doux ont de bonnes qualités de chaudronnage, c'est-à-dire que l'on peut facilement les déformer au marteau. Cette possibilité va bouleverser le métier de chaudronnier tôlier qui devient une industrie. Les bureaux d'études prennent une importance de plus en plus grande. Ce sont eux qui établissent les dessins des appareils que le chaudronnier va réaliser. Ce dernier doit savoir lire un dessin industriel. En imagination, il doit voir la pièce dans l'espace. Ce n'est pas tout. Pour réaliser une pièce, il faut déterminer sa surface et sa forme à plat. Un cylindre est au départ une surface rectangulaire. Ce n'est pas toujours aussi simple. Ce raccord de tuyau, par exemple. Voici encore plus complexe. On ne se douterait pas que cette pièce développée ait un contour aussi bizarre. Le chaudronnier doit donc avoir de solides connaissances en géométrie. Sur une tôle passée au blanc, il fait ses calculs. Il cherche les dimensions de la surface de départ d'après les données du dessin. Ayant trouvé forme et dimension, il reporte son dessin sur le métal en feuille qu'il va travailler. Les éléments ainsi obtenus sont découpés au moyen de différents outils adaptés à la nature du travail et à l'épaisseur de la tôle.
puissante cisaille guillotine, le chalumeau oxycoupeur, qui permet de découper automatiquement et suivant les profils les plus variés, des tôles jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Il faut maintenant donner un volume à ces éléments plans. C'est la mise en forme, à l'aide de plieuses plus ou moins grandes ou de presses plus ou moins puissantes. Pour les éléments cylindriques ou coniques, on emploie la cintreuse. Les pièces ne pouvant se réaliser mécaniquement sont toujours travaillées à la rétreinte ou travaillées à l'emboutissage. Encore que pour cette dernière méthode, la machine remplace le plus souvent le travail au marteau. De même pour le planage de la surface extérieure. Ces divers éléments obtenus, il faut les assembler. De nombreux procédés sont employés. Les plus modernes sont le soudage à l'arc électrique, le soudage électrique par points et, un des derniers nés, le soudage à l'hydrogène atomique. Le chaudronnier fait les objets les plus inattendus, des bouées marines par exemple. C'est d'ailleurs l'art de la mise en forme du métal qui a déterminé une véritable révolution dans la construction navale. Alors que les plus grands navires en bois ne dépassaient pas une soixantaine de mètres de long, les navires en acier atteignent et même dépassent 300 mètres. Ces réalisations gigantesques ne détournent pas pour autant le chaudronnier des productions traditionnelles qui elles aussi se sont modernisées. Cheminées métalliques, appareils de ventilation ou simplement ce dernier modèle d'appareil à café en cuivre chromé. Voilà, oui. Garçon. Garçon. Ça fait... Cet ouvrier d'élite a appris à travailler tous les nouveaux alliages, à réaliser tous les appareils qu'utilise l'industrie moderne, comme cette autoclave en acier inoxydable. Le chaudronnier doit savoir travailler les profilés qui arment les appareils qu'il fabrique. Savoir encore travailler les tuyaux, leur donner toutes les formes. Un faisceau complexe de tubulures constitue aujourd'hui l'essentiel des chaudières, ce qui a permis d'augmenter le rendement des centrales thermiques dans des proportions énormes. De même pour les chaudières des puissantes locomotives modernes. Chaudronnerie, cet ouvrier d'élite a une place de chef. C'est lui qui, aidé par une équipe de manœuvres spécialisée,
dirige les presses qui servent à la mise en forme des tôles très épaisses. C'est lui encore qui dirige les équipes de forgeron, le martelage à chaud des grosses pièces. Son travail terminé, le chaudronnier n'est pas différent des autres travailleurs. Qu'il soit jeune homme ou qu'il soit marié, il a toujours chez lui des objets de dinanderie où la valeur du travail l'emporte sur la valeur de la matière. Il est heureux d'avoir fait cela de ses mains. D'ailleurs, cette science du changement de forme ou de la mise en forme du métal lui permet de gravir tous les échelons de son métier, d'entrer au bureau d'études ou à l'atelier de traçage pour préparer avec précision le travail que feront alors des manœuvres. Il peut arriver aussi au poste de contremaître, bien devenir chef d'atelier. Il peut même devenir directeur, pourquoi pas. Avec ses mains, mais surtout avec son cerveau, le chaudronnier a de l'avenir. Il ne fabrique plus de chaudrons, mais il tient à conserver ce titre dont il est fier. Aujourd'hui, il est celui qui travaille tous les métaux en feuilles. Des citernes aux formes les plus simples, jusqu'au réservoir sphérique à gaz butane, le travail de l'ancien batteur de cuivre se retrouve partout. Dans l'automobile, il réalise les carrosseries de luxe ou les prototypes. C'est lui qui fabrique les camions-citernes, en alliage léger. Ces immenses réservoirs de stockage sont encore un travail de cet ouvrier d'élite. Le chaudronnier intervient aussi dans la construction des grandes centrales hydrauliques. Il fabrique les conduites forcées, qui sont un assemblage de tuyaux de tôle épaisse, supportant l'énorme pression de l'eau qui vient attaquer les turbines. Enfin, le travail du métal en feuille intervient dans les réalisations les plus audacieuses de notre temps. Les formes aérodynamiques de nos avions, construits en alliage léger, ne peuvent être obtenues que par la méthode de changement de forme connue seulement par les chaudronniers. Cet énorme tuyau, replié sur lui-même, est une soufflerie qui permettra d'observer en toute tranquillité le comportement des maquettes d'avions aux vitesses supersoniques. L'air, circulant en circuit fermé, sera guidé dans les coudes par des plans verticaux profilés. Il s'engouffrera dans cette énorme trompe et cet étranglement produira la dernière accélération. La vitesse acquise sera de l'ordre de 1300 km à l'heure. Sur ce chariot sera fixée la maquette de l'avion supersonique. Le brassage de l'air sera effectué par deux hélices à 4 pales de 18 mètres de diamètre.
C'est là un des plus beaux travaux du chaudronnier.